Je souhaite aussi que les quartiers disposent, et pas que les quartiers, l'avenue Émile Hugues et autres, d'abribus. Ça paraît simple, hein, ça paraît un petit projet, hein, c'est pas un programme transcendant de parler d'abribus. N'empêche que quand les enfants attendent le bus pendant des heures et qu'ils sont sous la pluie, ou quand ils l'attendent sur une voie comme Émile Hugues qui n'est pas éclairée, eh bien je pense que c'est indigne d'une ville. Nous ne sommes pas un village du haut pays, nous sommes une ville. Et une ville doit avoir les équipements qui conviennent. Et on ne peut pas prétendre augmenter la population, créer des logements, créer un projet pharaonique quartier Chagall, et continuer à avoir des enfants qui attendent le bus sous la pluie et sans éclairage sur une avenue extrêmement patiente et dangereuse. Alors nous voulons aussi, dans le quotidien, améliorer l'espace public, bien sûr le rendre accessible, c'est la moindre des choses, et également l'embellir et y créer des jardins. Alors voilà, je m'engage à créer 6 jardins publics dans la ville, dans un délai court, avec évidemment parfois de tout petits jardins publics, parce que la solution avance, c'est pas de trouver un endroit pour faire un grand parc, mais c'est très probablement de trouver plusieurs jardins dans plusieurs secteurs de la ville pour donner aux mamans, aux enfants, aux personnes âgées, et puis aux gens qui ont tout simplement envie de flâner, le moyen d'aller s'asseoir avec un livre sur un banc dans un endroit ombragé. Il y aura la création de 6 jardins publics. Il y aura une mise en valeur provençale de la place du Grand Jardin, qui aujourd'hui a besoin d'être rénovée, d'être requalifiée, et qui a besoin aussi qu'on lui redonne un aspect provençal que viennent chercher non seulement les habitants, mais aussi bien sûr les touristes et les visiteurs étrangers. Je veux également que l'on ait un œil tout particulier sur la réhabilitation de la vieille ville. Alors je dis la vieille ville hors rempart, je voudrais être très clair là-dessus. Bien sûr que la vieille ville mérite d'être rénovée et embellie, elle l'a déjà été, et cela doit continuer. En revanche, il y a une partie de la vieille ville qui est intéressante, qui est importante, et qui est aujourd'hui un peu au banc de la ville, de la société françoise. Il s'agit de la vieille ville que vous voyez en partie haute, qui est celle des rues Masséna et de toutes ces petites rues, extramuros. Cette partie de la ville est très ancienne, elle est plutôt peu traitée, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est le lien entre le centre ancien intramuros et la ville nouvelle, et cet espace mérite d'être réhabilité pour des tas de raisons, parce que c'est aujourd'hui le lieu souvent de la fracture sociale, et que une ville avec un fort caractère provençal, avec un fort potentiel touristique, ne peut pas continuellement considérer qu'il y a une partie de la cité ancienne qui n'est pas regardée, qui n'est pas regardable, et que l'on laisse se dégrader. Je veux que l'on ait, comme nous l'avons fait il y a quelques années quand on a fait l'opération programmée d'amélioration de l'habitat en centre ancien, je veux que l'on ait une action particulière sur ce quartier de Vence qui remonte jusqu'à l'école Saint-Michel, jusqu'au stade et qui redescend jusqu'au Grand Jardin. Je veux également la mise en lumière du patrimoine. Je ne sais pas si vous êtes allés dans certains villages, dans certaines vieilles villes en France, où vous avez tout simplement la lumière qui fait toute la différence, parce qu'on met en lumière une porte, un mur, un fronton, la cathédrale ou les remparts. Eh bien, la mise en lumière participe évidemment de l'image de la ville et de sa qualité visuelle, de son charme et de son attractivité. Je pense que c'est important, bien sûr pour le tourisme, mais aussi pour le François, de mettre en lumière le patrimoine de la ville. Je ne veux pas qu'on oublie les quartiers. Aujourd'hui, la politique est principalement tournée vers le centre-ville. Il le fallait, c'était important, c'est encore important, on vient de le voir. Néanmoins, je pense qu'il faut que les quartiers soient équitablement traités. Les gens qui résident dans les quartiers payent des impôts de la même manière que ceux qui vivent en centre-ville. Et ils sont aujourd'hui, je l'ai encore vu avant-hier en rendant chez les François, dans des rues qui sont totalement chaotiques et défoncées pour certaines, sans éclairage aucun, y compris des panneaux de voie. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas le nom de la rue et que vous arrivez en voiture, si vos phares n'accèdent pas au niveau de la plaque, vous ne savez même pas dans quelle rue vous êtes.
Eh bien, je pense que quand on a autant de personnes de la population qui vivent dans les écarts, il est indispensable de donner vie à ces écarts et à ces quartiers la nuit, de leur donner des services de traitement des ordures ménagères et de gestion de la voirie qui soient des services équivalents à ceux que l'on donne en centre-ville. Alors il n'est pas question de dire que le moindre petit bout de chemin bénéficiera du même traitement que, bien sûr, des axes majeurs, mais que quand même on ait un regard sur la qualité de la voirie, sur l'éclairage et au moins aussi sur le ramassage des ordures ménagères dans ces secteurs, ça me paraît une évidence et je veux que cette inégalité de traitement entre les Lensois soit résolue dans le mandat. Je souhaite qu'un élu soit responsable d'un quartier, parce que ça simplifie beaucoup les choses, ça existe dans beaucoup de communes, notamment par exemple à Antibes. Non seulement il y a un élu par quartier, mais il y a un budget par élu par quartier. Ce qui fait que les gens font des choix, ils sont responsables de leur quartier, ils doivent dire voilà, moi je veux qu'on commence par cette voie-là, qu'on commence par cet éclairage-là, je veux qu'on aille à la métropole pour contester le fait que les ordures ménagères ne sont pas suffisamment ramassées, parce que ce n'est pas parce que l'on est 19 000 habitants tout le long de l'année, et on est quand même souvent 25 ou 30 000 en été. Il n'y a pas de raison que l'on ait le même traitement des ordures ménagères en hiver et en été. En été, il fait chaud. En été, on a un problème de moustiques. En été, voilà, il y a tout un tas de problèmes d'hygiène et de sécurité qui doivent absolument être réglés par la métropole, qui doit entendre, gentiment mais fermement, que nous sommes la 4e ville de la métropole. Sur les quartiers, donc je le disais, nous avons l'équité. Nous souhaitons qu'il y ait un élu responsable par quartier. Nous souhaitons qu'il y ait des réunions de quartier. C'est la première fois à Vence qu'il n'y a pas de réunion de quartier. Je ne sais pas si vous l'avez observé. Monsieur Iaconeux faisait des réunions de quartier. Nous faisions des réunions de quartier à la salle des pompiers. C'était pas toujours, comment dirais-je, simple, hein, quand on va en réunion de quartier, qu'on est élu. Moi, je me souviens, j'étais l'adjointe de l'urbanisme. Ouais, le permis, machin. Ça fait 3 mois que j'attends, vous m'avez pas suffisamment. Bon, voilà. Mais c'est normal, on vient rendre des comptes. On est élu par vous, pour vous présenter. Si on ne vous rend pas de compte, on ne peut pas savoir si vous êtes content. Bon. Monsieur Marchot, lui, faisait des réunions dans les quartiers avec son équipe. C'est une formule aussi. Je ne dis pas qu'il y a une vérité qui est meilleure qu'une autre. Je dis juste que, quand même, ne pas rencontrer les habitants pendant 5 ans, moi, je n'oserais pas aller les rencontrer avant les élections. Je vous le dis franchement. Il y a un sujet majeur pour le quartier aujourd'hui, ce sont les risques naturels. Je vous disais tout à l'heure, on a travaillé avec Hervé Michel sur cette question que je connais depuis longtemps. Je suis au Conseil général chargé de mission auprès du président sur l'ensemble des risques naturels dans le département. À Vence, nous avons beaucoup de risques naturels, mais il y a quand même 2 secteurs sur lesquels il y a des risques majeurs. C'est celui du Prat-de-Julian et c'est celui du Rioux. Sur le Rioux, ça fait au moins 7 ans que les mesures prescrites auraient dû être mises en œuvre. Alors j'ai lu dans la presse il y a quelques mois que la municipalité avait voté 3 millions d'euros. Le maire a dit « Je suis le seul, j'ai mis 3 millions d'euros sur la table ». Je lui rappelle quand même que ce sont ceux des contribuables. J'ai mis 3 millions d'euros sur la table, j'ai réglé le problème. Sauf qu'aujourd'hui, rien n'a démarré. Ça fait 1 an que ça a été dit, ça fait 7 ans, ou 5 ans en tout cas, qu'on sait ce qu'il faut faire, quelles sont les préconisations, et rien ne se passe. Donc, il y a des gens au Rioux qui vivent dans des maisons qui sont effectivement en danger. Il ne s'agit pas d'agiter le chiffon rouge, il s'agit quand même de dire, maintenant qu'on sait quelles mesures, comment et qui les finance, parce qu'on en est là, eh bien, on démarre. Voilà. Deuxième chose, c'est le Prat-de-Julian. Je voudrais, si vous le permettez, m'arrêter un instant sur le Prat-de-Julian parce que il y a des décisions qui ont été prises enfin, au bout de 13 ans, sur ce dossier. Ce dossier et ce quartier ont joué de toutes les malchances. De toutes les malchances. Il y a eu des études de l'État
qui ne donnait pas cette zone comme une zone rouge dangereuse, mais qui disait il convient de faire préalablement au permis de construire une étude de sol, comme peut-être vous l'avez fait dans votre quartier. Il y a beaucoup de quartiers qui sont concernés. C'est ce qui était à l'époque. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'un certain nombre de permis ont été délivrés. Alors je lis, et vous savez, ne comptez pas sur moi jamais pour avoir la langue de bois. Je lis de temps en temps sur Facebook ou sur les tracts ou sur... Ah, cette année, elle a délivré tous les permis libres à Julien. C'est pas vrai. C'est pas vrai, et bien sûr, le moment venu, je le démontrerai si besoin était. Mais je vais vous dire que j'ai pas l'habitude de me défiler, mais j'ai pas non plus l'habitude d'enfoncer les autres quand ils ne sont pas responsables. Et les gens qui, avant moi, et que je ne connais pas, et qui ne sont plus là, ont délivré des permis dans cette zone, ne les ont pas délivrés dans une zone dont on connaissait le risque. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis chargée de mission sur la prévention des risques, je suis juriste en droit de l'environnement et en droit de l'urbanisme, et si je vous dis ça, c'est que je sais ce que je dis. Il y a effectivement un risque avéré aujourd'hui sur cette zone, mais l'État qui était en charge d'estimer ce risque ne l'a pas estimé à sa juste hauteur à l'époque. Et je ne jette pas la pierre à l'État parce que rien n'est plus difficile que d'estimer un risque de mouvement de terrain. L'État, à l'époque, demandait simplement que des études de sol soient faites. Et les permis qui ont été délivrés, et qui ont été, je peux vous le dire, regardés à la loupe par les services de l'État en 2000, quand il y a eu, évidemment, ce dramatique glissement de terrain, eh bien, ces permis ont été délivrés en accord avec l'État, dans les règles, après étude de sol et après validation par la DDO et par le préfet. Je voulais vous le dire ce soir pour que vous puissiez répondre autour de vous quand vous entendez n'importe quoi sur ce sujet par des gens qui font leur fonds de commerce du malheur de ces gens que nous avons vus avec Hervé à plusieurs reprises depuis plusieurs années et qui vivent aujourd'hui dans des maisons qui pour certaines sont fissurées, qui pour d'autres n'ont aucun dégât, mais à qui on dit du jour au lendemain « votre maison ne vaut plus rien ». Eh bien moi je laisse les personnes dans cette ville jouer sur le malheur des autres pour faire le lit d'un petit combat politique médiocre. Voilà. Quelle réponse à ce malheur et à cette détresse? Eh bien, il y a une partie de la zone qui est effectivement une zone qui est évacuée et indemnisée par ce qu'on appelle le fonds Barnier. Ça, c'est réglé. La ville fait l'avance, le fonds Barnier rembourse ces fameux 6 millions d'euros qui ont fait un jeu d'écriture dans le budget cette année de la ville, mais ces maisons ont été évacuées. Après, il reste 25 maisons sur lesquelles l'État, je ne vais pas critiquer spécialement l'État, mais quelquefois les ministères rendent des rapports, je vous assure, qui valent la peine d'être lus et d'être relus, et voire même d'être contestés. Et l'État a rendu un rapport en disant il n'y a pas vraiment de risque. Non, il n'y a pas de risque évident. En revanche, à terme, ce serait bien qu'il n'y ait plus d'habitants. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rendez compte quand vous avez une maison dans cette situation? Quand c'est écrit noir sur blanc par le ministère de l'Environnement, vous allez vendre combien votre maison? Ah non, il n'y a pas trop de risques, mais quand même à terme, il ne faut plus qu'il y ait d'habitants. Donc votre maison, elle ne vaut plus rien. Alors la municipalité avait deux choix. Le premier, c'était de réaliser des travaux très importants que prévoyait le rapport. Et ces travaux coûtaient à peu près, selon les années et les appels d'offres, entre 12 et 15 millions d'euros. Subventionnés par, évidemment, l'État, les collectivités, etc. Et qui auraient coûté, c'est vrai, au moins 4 ou 5 millions à la commune. Et puis la deuxième solution, qui est celle qui a été retenue par la municipalité en place, c'est de dire à nouveau, comme ça a été dit au refrain, je sors le chéquier et je vous indemnise. Alors il a été pris une décision d'indemniser, d'acheter 2 maisons par an pendant 7 ans sur ce secteur, à hauteur donc d'1 200 000 euros par an pour la commune, des maisons pour détruire et pour ne rien faire. Moi je pose la question, qu'est-ce qu'on fait
parce que 2 maisons par an pendant 7 ans, vous avez bien compris que ça ne fait pas 25 maisons. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on fait du terrain qui va glisser, s'il glisse, puisque c'est ce qui est annoncé, et la route, et la rivière qui va être bouchée en dessous. Donc, je considère qu'on n'a rien résolu. On a programmé une dépense d'1 200 000 € par an pour la commune pendant 7 ans. On affiche qu'on a réglé le problème alors qu'il y a la moitié des gens qui restent dans une situation invraisemblable. Et quand je dis au maire, mais comment allez-vous? Comment vas-tu choisir les gens? Parce que 2 par an, si demain vous divorcez, si demain vous perdez votre conjoint, si demain la dame décède, comment on règle le problème? Voilà. Donc je pense qu'on n'a pas réglé le problème et que la bonne solution consiste encore, sans doute, à évidemment indemniser les gens là où on s'est engagé pour l'année prochaine, l'année qui vient. Par contre, à regarder comment on peut contester ce rapport avec l'avocat de la ville, demander à l'État de c'est la responsabilité, de prendre ses responsabilités, parce que si vraiment il y a un risque majeur et qu'il faut évacuer les gens, alors c'est le fonds Barnier qui paye, ça n'est pas la commune de Vence. Et s'il n'y a pas de risque majeur, alors on réalise les travaux, mais au lieu de réaliser 1 200 000 € d'achat pendant 7 ans, on réalise à ce moment-là des travaux de confortement. On laisse les gens et on n'abandonne pas un quartier à son sort en laissant la moitié des habitants sur le carreau. En tout cas, ce n'est pas ma vision, ce n'est pas le choix que j'aurais fait. Je m'en suis expliqué à plusieurs reprises avec les riverains. Et oui, je validerai l'année qui vient les maisons qui ont été prévues d'acheter, puisque la ville s'est engagée et qu'il n'est pas question que ce soit les habitants qui payent des erreurs de stratégie. Mais oui, je retournerai devant le ministère de l'Environnement et oui, j'essaierai d'obtenir les crédits pour faire les travaux et pour ne pas abandonner ce quartier à une mort certaine et pour ne pas abandonner une 12aine de familles vansoises devant un paysage dévasté à regarder les maisons se faire évacuer les unes après les autres en se demandant ce qui va leur arriver quand la ville aura fini d'acquérir les maisons du dessous. Et l'éducation. Pour la famille, nous voulons utiliser le nouveau temps périscolaire. Vous avez entendu parler des rythmes scolaires. Ce sont les communes qui vont avoir, j'allais dire malheureusement, à gérer ce temps scolaire, puisque l'État a bien pensé à concerter, mais il a concerté avec les enseignants. Alors c'est les communes qui vont avoir à gérer le temps périscolaire. Il aurait été futé de la part de l'État d'associer les collectivités et les communes à la réflexion. Quand on concerte avec tous les gens concernés. Donc aujourd'hui, on a ce temps périscolaire que l'on doit gérer. Il nous a semblé opportun, on y a travaillé, y compris avec des enseignants qui sont dans notre équipe, comme Jean-Charles Zeffru, que je salue. On a travaillé à cette question et on a imaginé que ce temps périscolaire pourrait être mis à profit pour inculquer à nos enfants la culture de Vence et la culture provençale, pour également de l'instruction civique et pour tout simplement développer tout ce qui est culture et art au sens large du terme. Et nous avons imaginé d'associer les seniors, parce qu'avant il y a énormément de seniors, de gens qui sont retraités et qui quelquefois s'ennuient un peu, qui n'ont pas toujours leurs petits-enfants dans la commune, mais plutôt souvent à Paris ou ailleurs. Et nous avons imaginé, avec une association d'aide à la famille et une association d'accompagnement de ce temps périscolaire, eh bien, de solliciter les seniors pour accompagner nos enfants dans le temps périscolaire, de manière, à ce que ce soit économiquement viable pour les parents et pour la collectivité, mais également peut-être un petit plus pour les seniors qui ont parfois de petites retraites, et également aussi un facteur intergénérationnel très important, je crois. Voilà, je voudrais donc sur la famille vous dire que nous aurons un élu qui sera délégué à la famille, parce que ça nous semble tout à fait important. Et vous découvrirez le 22 quand on donnera la liste. Il y a un élu qui sera délégué à la famille. Nous voulons également des espaces familles sportifs qui seront aménagés dans la Cygne depuis le vallon de la Rousse, c'est-à-dire depuis le gymnase. La Cygne démarre là depuis le gymnase, au pied d'école Chagall, et bien nous voulons aménager des espaces familles sportifs. Nous organiserons également, avec les associations, on l'a dit, le temps périscolaire. Je voudrais aussi
Évidemment, ne pas faire l'impasse sur le second collège. D'abord, faire l'impasse, ça ne me ressemble pas du tout. Ensuite, vous le savez, j'ai porté plusieurs projets de collège avec beaucoup de patience depuis le début de cette municipalité. Il y a aujourd'hui, il y avait un terrain à Vaugelade qui est aujourd'hui totalement impossible puisqu'il y a eu à la fois des villas mais également le projet de crèche. Il y avait un terrain à La Ferrage et je vais vous dire qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, la seule délibération qu'a pris la mairie de Vence, c'est pour demander au conseil général de mettre le collège à La Ferrage en nous donnant l'ensemble du terrain, c'est-à-dire le parking de La Ferrage devant la piscine, plus tout le terrain, y compris le gymnase, que nous avons travaillé pendant des semaines pour produire un document qui permettait de construire un nouveau gymnase neuf et aux nouvelles normes sur le front de rue, ensuite de démolir le gymnase et de réaliser le collège. On avait géré y compris le problème de circulation, parce qu'on nous a dit que mettre un collège à cet endroit-là, ça allait être un problème de circulation gigantesque. Quand vous faites un collège en ville, vous avez déjà 40% des enfants qui viennent à pied, et encore 40% que les parents, j'allais dire jettent, c'est pas joli, mais le matin en partant travailler, ou qui viennent en bus. On le voit avec le lycée, on n'a pas eu plus de problèmes de circulation, à part le problème de dépose minute, qu'avant quand ils allaient à Renoir. Et pour cause, les parents de toute façon de la Cine passaient devant le lycée actuel pour aller à Renoir. Donc il ne faut pas raconter aux gens que quand on fait un collège en ville, on crée un problème de circulation. Il faut le gérer, ça oui. En revanche, ce que je veux vous dire, c'est qu'un collège de 600 élèves, dont la moitié venait à pied, ou comme on vient de le dire, aurait créé moins de troubles de circulation que les travaux qui ont été faits avec le sens unique. Je referme la parenthèse. En tout cas, aujourd'hui, la mairie vient de faire 500 000 € de travaux pour faire une toiture de gymnase qui ne vous aura pas échappé, parce que si vous montez au Rioux, vous avez ce toit de glace au milieu, ce miroir au milieu du centre ancien historique classé. Donc tous les gens se demandent ce que c'est le nouveau toit du gymnase, ce sont les panneaux solaires, 500 000 € de travaux sur un gymnase qui n'est plus aux normes, ni type A, ni type B, ni aucun type, et qui depuis que les travaux ont été réalisés, en plus continue à prendre l'eau. Donc je ne me vois pas en tant que responsable d'argent public et responsable politique démolir un gymnase qui vient de subir 500 000 € de travaux de rénovation. Je veux simplement dire à la municipalité actuelle que quand on n'a pas d'autre terrain et quand on n'a pas fait d'autres choix et quand on n'a pas inscrit au PLU un emplacement réservé pour un collège ailleurs, eh bien on ne commence pas par faire 500 000 € de travaux sur le gymnase, sur le terrain dont on a demandé au Conseil général de faire la réalisation d'un collège. Il reste un troisième site que nous a proposé la mairie, qui est celui des Quérègues, qui est totalement à l'extérieur de la ville. C'est donc le site 100% déplacement motorisé. J'avais cru comprendre que la collectivité avait des objectifs environnementaux très ambitieux. Un collège à l'extérieur de la ville, c'est 100% des enfants qui viennent soit en bus, soit en deux roues, soit en voiture. Donc, sachez-le, ce terrain qui est au Quérègue, qui est aujourd'hui presque le seul disponible, puisqu'on vient de voir que les deux autres ne sont plus possibles, est un terrain privé dont le propriétaire demande 6 millions d'euros et qui n'est pas viabilisé. Alors, voilà, on revient toujours à la question fondamentale qui est celle de l'argent public. Est-ce que c'est la bonne solution? Aujourd'hui, la municipalité a voulu nous expliquer que ce terrain était constructible. Ils ont donc fait une étude qui a coûté plus de 30 000 € à la commune et aux contribuables pour démontrer que ce terrain était constructible. Et quand j'ai vu sortir le PLU au mois de juin, j'ai vu que la mairie n'avait pas mis le terrain en emplacement réservé pour y faire un collège. Donc, il ne nous reste qu'une seule corde à notre arc, c'est d'aller négocier avec le propriétaire du terrain qui en veut 6 millions d'euros pour lui expliquer qu'en gros, la seule possibilité, c'est de lui en donner 2. Je vous laisse imaginer la nature de la négociation et la difficulté qui va être la nôtre. Je trouve que ça n'est pas responsable, mais je veux vous dire qu'avec les parents d'élèves, j'ai fait pendant 1 an et demi des réunions avec eux pour essayer de suivre les projets de la ville. Je ferai avec les parents d'élèves comme je l'ai fait. Je veux absolument que l'on aboutisse sur ce dossier de second collège. Parce que vous ne pouvez pas écrire dans le PLU de Vence que vous voulez 1,34% d'augmentation de population par an et dire qu'il n'y a pas besoin d'un second collège alors
qu'aujourd'hui nous avons 850 élèves, 865 cette année, 848 l'année prochaine si les statistiques restent justes. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir faire quartier Chagall, quartier de la Gare, 20 000 mètres carrés, dont un apport de population de 900 habitants avec 280 logements, et dire qu'il ne faut pas un second collège à Vence, à moins que l'on fasse venir un charter de retraités, des charters de retraités, et qu'on s'assure qu'il n'y aura aucun enfant, aucun collégien dans les années qui viennent dans la ville de Vence. Je veux que l'on prévoie, que l'on projette et que l'on programme un second collège pour cette ville qui en a besoin. Je voulais parler du logement, je vais essayer d'aller plus vite. Je veux tout d'abord pour le logement, je pense que Vence doit vraiment s'équiper en équipement public, en voirie, en parking avant de créer des logements et d'accueillir de la population nouvelle. Alors, je sais qu'il y a des règles, qu'on va avoir une amende si on n'a pas assez de logements sociaux, etc., etc. Je sais aussi qu'il y a des gens qui ont besoin de se loger. Je suis tout à fait consciente et j'en reçois chaque semaine plein. Je pense que Vence a d'abord besoin d'aider les propriétaires à remettre sur le marché. Il y a près de 900 logements vacants à Vence. C'est énorme, c'est un potentiel incroyable de développement de logements et une occasion pour les propriétaires, mais on en reparlera parce que je vous prie que si vous êtes propriétaire, je vous prie de croire que je ne vais pas vous lâcher. Il faut remettre vos logements sur le marché, on va vous aider, on va vous subventionner avec l'État et des subventions très importantes, mais il faut remettre sur le marché les logements qui sont vacants et ne pas aller construire des immeubles et des immeubles alors qu'on a 900 logements vacants et près de 300 logements insalubres. Alors pourquoi je dis qu'il y a 300 logements insalubres? Mais parce qu'il y a près de 300 logements qui n'ont pas de douche et qui n'ont pas de baignoire. Et même sans être allé les voir, simplement sur ces statistiques INSEE, je considère que ces logements sont insalubres en 2014. Voilà. Je voudrais aussi éventuellement réaliser de petites opérations de logement à l'échelle de Vence, de petites opérations de logement, mais dans les quartiers qui sont équipés, en voirie, en stationnement, en trottoir, ne pas aller remettre, comme il est prévu de le faire, un énième immeuble de logements sociaux en bas du SUV, en contrebas du Vallon, sur le seul petit terrain d'évolution de quartier qui existe dans cette ville. Je ne veux pas qu'on fasse comme ça, et je souhaite que l'on fasse des petites opérations uniquement sur les quartiers qui sont équipés et qui peuvent accueillir des populations nouvelles. Voilà. Je pense aux jeunes, nous pensons aux jeunes. C'est Simon surtout qui pense aux jeunes. Et Émilie, non, je plaisante. On pense aux jeunes et donc on les a beaucoup écoutés, on les a reçus, on a fait une réunion spécifique avec eux. Leur demande, elle est récurrente et elle est légitime. Les jeunes nous disent, on n'a pas d'endroit pour nous à Vence. Il n'y a pas un endroit où ils peuvent se retrouver pour faire un baby-foot, pour discuter, pour refaire le monde, qu'ils ont bien besoin de refaire, je peux vous dire. Et donc voilà, on veut dédier aux jeunes une salle polyvalente qui soit un peu leur salle. S'il y a un bon match de foot un soir, qu'ils ont envie d'aller le voir. C'est pas forcément chez les parents d'un tel ou d'un tel, mais ça peut être dans une salle qui leur est dédiée, avec un baby-foot et avec le moyen de se retrouver entre eux. On n'invente rien, vous savez, c'était la MJC il y a 30 ou 40 ans avant ça, et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous à qui ça parle. On veut également ramener en ville le centre culturel qui a été déplacé, qui est dans un endroit dangereux et qui ne nous semble pas du tout pertinent parce que les enfants d'abord sont en danger quand ils vont à pied et peuvent difficilement y aller à pied. Et quand ils ont été dans le centre-ville, les mamans elles posaient un enfant, je sais pour l'avoir fait, au cours de danse, au cours de chant, et puis pendant ce temps-là elles faisaient leur course chez les commerçants, elles récupéraient le gamin. C'était quand même pratique, c'était convivial et c'était beaucoup plus sécurisant. On veut également accroître l'offre de transport en commun le soir. C'est pas difficile de l'accroître, il y en a pas. Mais là non plus, ça n'est pas normal qu'il n'y ait pas de bus de nuit. Je pense que vous avez tous des enfants et que vous en avez tous eu. On n'est pas très heureux quand on sait que son gamin, parce qu'il ne conduit pas, il est avec le copain qui conduit, mais on ne sait pas très bien qui c'est le copain, on ne sait pas très bien depuis quand il a le permis. Il sort à Nice ou à Cannes ou à Cannes-sur-Mer, parce que justement à Vence, c'est difficile de sortir quand on est jeune, et il n'y a pas grand-chose. Eh bien, soit ils rentrent en voiture, on ne sait pas très bien comment, soit ils sont obligés d'attendre le bus de 6h30, 6h ou 6h30 du matin, ils nous l'ont tous dit. Et c'est pas drôle, quand on a fini sa soirée à 2h du matin, d'être obligé de rester jusqu'à 6h, on ne sait pas très bien où, pour attendre que le bus vous ramène. Eh bien, une ville de 20 000 habitants,
qui dessert tout le moyen pays et qui dessert donc des communes alentours et qui finalement sert à peu près 30 000 habitants, eh bien il n'est pas normal que cette ville, dans une métropole,